Salut les férus! Si tu aimes les histoires d'arnaque, alors bouge pas. Cette arnaque est digne d'un film hollywoodien, monté et organisé par une femme du XVIIIe siècle. Mais pour bien comprendre, il faut remonter au début de l'histoire. Allez, générique. Tout commence avec Jeanne de Valois-Saint-Rémy, une descendante indirecte de l'ancien roi Henri II de Valois. Sa famille, autrefois riche, est devenue très pauvre et Jeanne a même dû faire le trottoir dans sa jeunesse. Mais sa vie change lorsqu'elle rencontre deux personnes. D'abord, la marquise de Boulainvilliers, qui réussit à retracer son arbre généalogique et lui redonne un petit statut. Puis, Nicolas de la Motte, qui deviendra son mari. Les deux tourtereaux se font passer pour comte et comtesse de la Motte, puisque Nicolas descendait d'une petite lignée noble. Mais Nicolas n'arrive pas à subvenir aux besoins de Jeanne, et le couple bat de l'aile. Jeanne décide alors de se rapprocher de Versailles, et surtout de Marie-Antoinette, reine de France. Mais la reine refuse. Elle connaît le passé douteux de Jeanne et il est hors de question de l'avoir à ses côtés. Toujours en quête de richesse, Jeanne prend un amant, Louis-Marc-Antoine Aréto de Villette, qui jouera un rôle clé dans l'arnaque. C'est alors que Jeanne rencontre le cardinal de Rohan, grand aumônier de France. Mais celui-ci est en froid avec Marie-Antoinette. Quand il était en poste à Vienne, il avait mal parlé de sa famille et l'impératrice mère de la reine ne l'a jamais vraiment pardonné. Marie-Antoinette non plus d'ailleurs. Pourtant, le cardinal rêve de se faire pardonner à tout prix. Jeanne flaire l'opportunité. Elle se fait passer pour une amie intime de la reine, auprès du cardinal. Puis, un peu plus tard, elle lui apporte une lettre signée Marie-Antoinette de France. Le cardinal est fou de joie, lui qui voulait tant se réconcilier avec la reine. Il croit que c'est enfin en bonne voie. Mais ce détail va plus tard trahir les faussaires. Marie-Antoinette n'a jamais signé Marie-Antoinette de France. Elle signait uniquement Marie-Antoinette. C'est ce qui permettra de prouver que les lettres étaient fausses. À la première lettre, la reine réclame de l'argent, expliquant que Louis XVI refuse de lui donner, alors qu'elle est si dépensière. Le cardinal accepte. Jeanne devient alors une sorte de transporteur colissimo. Sauf que la reine ne voit jamais la couleur de l'argent. Jeanne plume petit à petit le cardinal et ça pendant des mois. Jusqu'au jour où Jeanne découvre un collier magnifique mais hors de prix. Ce bijou compte 650 diamants pesant plus de 2500 carats. Fabriqué par deux joailliers réputés à cette époque, Baumeur et Bassange. Et d'ailleurs qui les avaient ruinés. Et ils espéraient le vendre à Louis XV pour sa maîtresse, la comtesse du Barry. Mais la mort du roi avait fait tomber l'affaire à l'eau. Louis XVI, lui, avait refusé de l'acheter pour ne pas ruiner la France. Il valait 1,6 million de livres, soit des dizaines de millions d'euros aujourd'hui. Jeanne, elle, veut absolument ce collier. Mais elle n'a pas un sou. Alors son stratagème s'élève d'un cran. Elle embauche une prostituée, Nicole Le Guay d'Oliva, qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à Marie-Antoinette. Elle organise une fausse rencontre dans les jardins de Versailles entre le cardinal et cette reine. La scène dure que quelques secondes, juste le temps pour Nicole de lui donner une rose. Le cardinal, qui savait parfaitement à quoi ressemblait la reine, est convaincu. Et Jeanne termine de l'embobiner, en expliquant que Marie-Antoinette rêve de ce collier, mais que le roi refuse de lui offrir. Le cardinal pourrait donc entrer dans ses bonnes grâces en l'achetant pour elle. Sans trop discuter, le cardinal accepte. Et qui doit transmettre le collier à la reine? La comtesse de la Motte, bien sûr. Résultat,
Marie-Antoinette ne verra jamais le bijou. Jeanne et ses complices le démontent et le revendent en pièces détachées à Paris et à Londres. Mais quelques semaines plus tard, le cardinal commence à douter. Pourquoi n'aperçoit-il jamais la reine avec ce fameux collier? De leur côté, les bijoutiers trouvent les paiements bien trop longs. L'affaire finit par arriver aux oreilles du roi. La reine, stupéfaite, apprend que quelqu'un a acheté le collier en son nom et le peuple, déjà hostile à Marie-Antoinette, se met en colère. Encore une occasion de s'en prendre à elle. Le roi ordonne l'arrestation du cardinal. Scandale à Versailles. Il est humilié devant toute la cour. Jeanne, Nicolas, Rétaux et Nicole sont arrêtés à leur tour. Le procès est un véritable scandale. Le cardinal est finalement acquitté, Nicole d'Oliva est relâchée, Rétaux de Villette est banni, mais Jeanne est reconnue coupable. Elle est marquée au fer rouge d'un V pour voleuse, et elle est enfermée à vie à la Salpêtrière. Enfin, elle finira par s'évader et mourra misérablement à Londres. Et la grande perdante dans cette histoire, c'est Marie-Antoinette. Elle était innocente, mais son image est définitivement entachée. Dans l'esprit du peuple, elle restera celle qui voulait ce collier hors de prix, un collier qu'elle n'a jamais porté, mais qui l'a rapproché un peu plus de la guillotine. D'ailleurs, si vous voulez suivre les mémoires de Jeanne de La Motte, elle les a écrites et on les trouve facilement sur internet. Mais vous inquiétez pas, je vous ai mâché le travail puisque je vous le mets dans la description. Si tu as aimé cette arnaque, enfin, ce petit scandale, arnaque, appelle ça comme tu veux, abonne-toi et surtout dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. C'était Michael et je te dis ciao!